ابعد شوية تاني بشر. C'est bon, Haka? Mais bon, vous êtes en ligne. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rencontre littéraire consacrée à un sujet profond et intéressant intitulé Le mal et l'écriture. C'est un privilège d'accueillir aujourd'hui trois regards éclairés pour sonder les ombres du verbe et les vertiges du mal. Docteur Ahmed Lahini pour les mots de Sartre, Docteur Limel Bourkis pour les fleurs du mal de Baudelaire et Docteur Zainab Salami pour les chants de Maldoror de Lautréamont. Chacun portera la voix d'une œuvre où le mal se dit, se transforme et parfois se sublime. Avant de passer aux questions précises, je me permets de vous poser des questions générales sur le thème du mal pour vous les trois. Première question, lorsqu'il s'agit d'évoquer le thème du mal, pour quelles raisons chacun d'entre vous a-t-il choisi l'œuvre littéraire sur laquelle vous avez travaillé? On commence avec Dr Ahmed Lahieni. Merci, merci Bouchra, merci Madame Zainab et Monsieur Chafi aussi, et aussi Madame euh, برج. Ouah, ok. ريمال برج. Désolé, donc je suis un peu perturbé, donc j'ai oublié quelques noms, mais alors donc je suis je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui, d'accord, pour discuter un peu sur cette notre conception du mal, d'accord. Alors je vais commencer par mes motivations de bien pourquoi j'ai choisi Sartre et les mots. D'accord, donc ce que doit le mal à l'écriture pour Sartre. D'accord, donc normalement c'est ça, c'était ça la première question qui m'a bien sûr qui m'a poussé à chercher dans ce sujet. Et bon, et pourtant j'ai choisi les mots de Sartre donc, pour étudier, parce que déjà l'œuvre étudie le rapport du mal avec l'écriture. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'un thème explicite, mais d'une force souterraine, je dirais, une tension intime, donc, qui innerve tout le processus de création littéraire. En fait, le choix de cette œuvre, il est porté sur le fait qu'il s'agit, bien évidemment, d'une autobiographie comme, je dirais, procès de soi. D'accord? Donc, Sartre ne raconte pas pour se glorifier, mais pour se déconstruire. Il met en scène ses illusions, ses impostures, donc la notion de l'imposture, qui est équivalente à la notion du mal dans son œuvre. Ces mensonges d'enfant en tant que figure du mal intérieur. Donc, l'écriture devient alors un acte de lucidité cruelle où l'auteur se juge, se met à nu et transforme ses failles en matière littéraire. Donc, le deuxième point qui justifie mon choix, je dirais le mal comme moteur de l'écriture déjà. Donc, c'est l'essence de l'écriture déjà pour Sartre, dans les mots. Donc, à travers cette œuvre, il montre que son désir d'écrire naît d'un besoin de reconnaissance, de manipulation, de fuite dans l'imaginaire. Donc, ce sont des pulsions bivalentes, parfois troubles, qui nourrissent son rapport. Excusez-moi si j'utilise des termes psychanalytiques parce que je travaille sur ce rapport de la psychanalyse et l'écriture. Non, Et, ce n'est pas grave. Mais s'il s'agit d'un mot un peu compliqué, vous pouvez l'expliquer tout simplement. oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, le mal n'est donc pas un obstacle à l'écriture, mais son ferment, c'est le ferment pour Sartre. D'accord? Ce qui la rend nécessaire et vivante. Donc, je dirais que il s'agit aussi d'une démystification de la littérature. Sartre démontre le mythe de l'écrivain inspiré du génie pur. Il révèle les ressorts narcissiques, les mensonges fondateurs, le jeu de rôle. Cette démystification radicale fait de les mots, je dirais, un terrain idéal pour penser le mal, non comme une entité morale, mais comme ce qui corrompt et fonde à la fois l'acte d'écrire. D'accord. Merci, Oui, ok, merci pour d'accord, votre réponse. d'accord. On passe maintenant au docteur Limel Bourkis. Qu'est-ce que vous pensez à propos de cette question? Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de participer à cette rencontre pour parler un peu du colloque qui va se dérouler à partir de demain.
Pour le choix de Baudelaire et des Fleurs du Mal de Baudelaire, en fait, je ne peux pas parler du mal sans parler de Baudelaire. Déjà, le titre Les Fleurs du Mal montre le lien indéniable entre la création poétique et le mal comme source de la création. Euh, Autre détail, il faut dire que le mal comme concept, il n'a vu le jour en poésie qu'à partir de Charles Baudelaire. C'est-à-dire que c'est ce poète qui a fait entrer le thème du mal dans la poésie. Donc, avant lui, on reliait donc la beauté au bien. Et Baudelaire, donc, il est arrivé à dire que voilà, je vais parler d'autre chose maintenant. Dans les fleurs du mal, je vais parler du mal. Donc, avec Baudelaire, on peut dire que le mal a fait son apparition dans la poésie. Voilà. Merci, Madame Rimel. On passe maintenant Donc, au docteur Zainab Salran. Bonsoir à tous. Avant de commencer, avant de répondre à la question, je tiens à te remercier, Boshra, ma chère étudiante, bientôt doctorante, pour tous ces efforts qui dépassent ton âge. Et c'est un honneur pour moi d'être avec Dr Bourhis, Dr Lahieni. Par cette occasion aussi, je tiens à remercier le comité d'organisation, Monsieur Bzine principalement et Monsieur Mnasra. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce colloque de voir le jour et qui donc font des efforts de géant pour le succès. Pour la question, pourquoi j'ai choisi l'Autréamont et les chants de Maldoror? D'abord, je dois dire, avant de répondre à la question, que je vais parler littérature catholique, moi, parce que tout ce que je vais dire n'a pas forcément de lien avec mes convictions personnelles. Et donc, les motifs sont nombreux, mais je me limiterai à trois motifs. D'abord, le contexte littéraire. Moi, personnellement, je considère Lautréamont comme la charnière entre le romantisme, principalement à travers l'œuvre de Nerval avec Aurélia, principalement en 1855, où il fait entrer la folie, le rêve qui découle de la folie dans la littérature. Après lui, il y a Barbé d'Aurevilly avec les diaboliques, avec l'ensorcelé, et évidemment, comme a dit Madame Rimel, Baudelaire avec les fleurs du mal. Donc, l'œuvre de Lautréamont constitue la transition, constitue un point de jonction entre le romantisme et on passe au symbolisme et la fin du siècle avec la décadence. Parce que Lautréamont annonce à rebours de Huysmans et annonce les amours jaunes de Tristan Corbière. Moi, personnellement, je considère qu'avec l'autre amant, il y a le mal à l'état mûr. À l'état mûr. Il a surpassé les précédents. Il s'est inspiré de Baudelaire, mais d'une manière très intelligente, de sorte à ne jamais faire voir les empreintes. Il a caché les empreintes comme un bon criminel. Et après, il va inspirer ceux qui vont suivre. Et eux, ils ne sauront jamais cacher leur inspiration. Si je cite le poème Le crapaud de Tristan Corbière, si je cite un passage très, très intéressant qui prend source dans l'œuvre de Lautréamont, un passage un rebours de Huysmans. Aussi, il y a comme deuxième motif le contexte historique. Cette période m'intéresse parce qu'il s'agit de la période de tension
sanglante, si je peux dire, dans l'histoire politique du 19e siècle, avec le règne de Napoléon III, avec la perte de la guerre franco-prussienne et avec l'échec de la Commune de Paris qui produira ce qu'on appelle la semaine sanglante, les massacres commis par les autorités françaises. Et donc, je passe au troisième motif comme ça, qui est le contexte personnel. Ce garçon naît, cet enfant naît comme son maman, parce que sa mère s'est suicidée, entre guillemets, un an après sa mort. Et son père, c'est la figure rigide du militaire. Et il est né dans la guerre en Uruguay, la guerre civile. Et quand il va passer à Paris, il trouvera un contexte plus choquant. Et il va arrêter ses études supérieures pour se consacrer à ses champs de Maldoror. Tout ça va contribuer au mythe de l'Otriaman que je vais, si j'ose le dire, le saper dans ma communication qui viendra. Parce que, en fin de compte, il n'y a pas de mythe, hein. Il y a une continuité, il y a quelque chose qui annonce des choses plus terribles. Merci, Boshra. Faites la parole. On passe maintenant à la deuxième question. Pourquoi, selon vous, le mal inspire-t-il tant les écrivains? Donc, on commence avec Dr. Emile Wolfris. Euh, Moi, je pense que le mal, il inspire tant d'écrivains et de poètes parce que, en fin de compte, on ne peut pas se limiter au bien et aux belles choses. Il faut parler aussi du côté sombre de la vie ou de l'être humain. Donc, surtout, moi, je pense que l'intérêt pour le mal qui s'est montré surtout vers la fin du 19e siècle, il est vraiment lié à un contexte, hein, un contexte social, historique, donc politique, ce qui fait que les écrivains et les poètes, ils ont pris conscience que pendant cette période, il fallait parler du mal comme, comme dimension vraiment liée à l'être humain. Donc, par exemple, si je prends Baudelaire, pourquoi il a trouvé que le mal, il fallait parler du mal, parce qu'en fin de compte, selon lui, l'être humain, il est habité par Satan. Ça veut dire que on est loin de la bonté de l'homme qui naît bon, qu'on racontait avant. Voilà, donc l'homme, il est quelque part satanique, il a plein de vices. Donc, il est en quelque sorte manipulé par le mal, comme Baudelaire le dit. Et c'est ce qui fait que finalement, les poètes et les écrivains, comme, comme Rimbaud, comme Georges Bataille, comme Sartre, comme Baudelaire, comme Lautréamont aussi, ils ont essayé de montrer ce mal qui est à l'intérieur de l'être humain. Bien sûr, chacun à sa façon. Merci, Donc merci. voilà, donc le mal, moi je pense qu'il était vraiment intimement lié à cette période. Donc il est né à cause d'un contexte bien précis qui fait que les écrivains étaient dans l'obligation, dans la nécessité de parler de ce concept et de cette thématique. Merci. On passe maintenant au docteur Ahmed Lahieni. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ce sujet? D'accord, merci encore une fois de m'avoir posé cette question. Bon, je trouve que afin de répondre à cette question, euh, je dois évoquer un concept psychanalytique, celui du sel analytique. Il s'agit d'une formule employée par Didier Anzieux, un psychanalyste, qui désigne l'élément irritant psychique et indispensable à l'éveil et à la permanence de l'activité dans l'inconscient. Donc, c'est le principe actif corrosif
qui, à l'instar du sel, donc, qui est mis sur une plaie, d'accord? Réveille la douleur refoulée, mobilise les affects refoulés et incite le sujet à prendre la parole. Donc, de cette façon, le mal constitue une force majeure qui pousse les écrivains à l'explorer sans résistance. Cependant, ce sel est en principe un mal, le mal mis en texte. Donc, il s'agit tout d'abord, d'accord? Donc, il s'agit d'un mal comme révélateur de vérité, premièrement, d'accord? Donc, le mal dans ses multiples formes, donc violence, trahison, culpabilité, euh, agit comme un révélateur. Donc, il met les personnages à nu, pousse les situations à l'extrême et permet d'explorer ce que l'humain a de plus profond, a de plus ambigu, comme le disait Georges Bataille. La littérature n'est pas innocente. Donc, elle est coupable et doit s'avouer tête. Donc, le mal devient alors un moyen de sonder les limites de la morale, de la liberté, du désir, surtout, je dirais, à l'époque du XXe siècle, comme on dit déjà, donc l'époque de, je dirais, période sombre, des guerres et tout ça. Donc, c'était, je dirais, euh, c'était un besoin, je dirais, d'accord, pour l'explorer. Donc, la deuxième des choses, une esthétique de la transgression. Je dirais, le mal fascine les écrivains parce qu'ils transgressent, ils brisent les normes, dérangent et scandalisent. Et c'est précisément là que l'écriture trouve sa puissance. Donc, l'écrivain, en explorant l'interdit, le non-dit, d'accord, donc ne cherche pas à choquer gratuitement, mais à interroger les fondements de bien, d'accord, donc le duel bien et mal, donc la dichotomie du mal et du bien, à mettre en crise les certitudes, c'est une forme de, je dirais, de lucidité radicale. Troisième motif, je dirais, ça peut être un espace de catharsis, le mal. D'accord. On peut le considérer comme un espace de catharsis. Donc, écrire le mal, c'est aussi l'exorciser. Donc, la littérature devient un lieu, un espace où l'on peut mettre en scène le mal pour mieux la penser, pour mieux le penser, la contenir, voire la transformer, transcrire. Donc, il s'agit d'un espace symbolique. La littérature, s'agit d'un espace symbolique où l'on affronte ce qui, dans la réalité, serait insoutenable. Donc, d'où cette étrange jouissance à lire des récits sombres, donc, qui nous confrontent à nos propres ondes d'ombre sans conséquences réelles. Quatrième point, je dirais une réponse au malaise civilisationnel. D'accord? Donc, je dirais, donc, il s'agit d'un suggérant, je dirais, il suggère certains critiques contemporains, donc la littérature du mal reflète un malaise collectif. Surtout, si je cite par exemple ça, donc c'est le malaise du XXe siècle, donc perte des repères, une crise de sens, d'accord? Et donc, et ça peut, donc ce mal se transforme en crise créatrice qui pousse les écrivains, bien sûr, d'accord, à le mettre en texte. Donc, pour moi, donc, ces quatre motifs, je pense, qui sont essentiels, d'accord, pour les écrivains, euh, le moment où ils pensent écrire. Oui. D'accord, merci. On passe maintenant au docteur Zainab Salrani. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ce sujet? Et en fait, la question est très intéressante de Bouchra. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le verbe inspirer qui est utilisé. Pourquoi le mal inspire-t-il les écrivains? Donc, l'écrivain n'invente pas le mal. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Le mal est déjà là. Le mal est déjà là avec la chute originelle. Le mal est déjà là quand Dieu a fait l'homme à son image et quand Adam a tiré de ses côtes Ève. Donc, il y a cette transmission du mal à travers la race humaine. Et je répondrai mieux peut-être par une question, c'est la question qu'est-ce que l'écriture que Roland Barthes a posée. Et dans sa réponse à cette question, il dit qu'il n'est pas donné à l'écrivain de choisir son écriture dans une sorte d'arsenal intemporel de forme littéraire, mais qu'il y a deux facteurs qui font la pression sur l'écrivain en produisant son texte. Un, l'histoire et deux, la tradition. L'histoire, je parlerai ici de Lautréamont. L'histoire a fait une grande impression sur Lautréamont avec ce contexte sanguin. Et la tradition.
j'ai parlé de la tradition littéraire parce qu'il ne faut pas oublier que le 19e siècle est le siècle de la crise de la conscience catholique par excellence. Et donc, les fondements de la religion sont déjà mis en question. Et il y a aussi la tradition biblique. La tradition biblique. Si on considère la Bible, on trouve que à travers l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a le mal. Il y a le mal à travers cette figure, principalement de Dieu Seigneur, puis de Dieu Père. Cette figure est entourée d'une auréole de mystère qui fait peur à travers le don d'ubiquité que seul Dieu a. Dieu est partout, hein? Il sait tout, il connaît tout le monde et il a les personnes élues auxquelles il va distribuer le bien et des personnes qui sont mal loties, entre guillemets, comme l'autre amant, qui vont vivre seulement du mal et ainsi ils vont transmettre ce mal à travers l'acte de l'écriture. Et donc, si on considère la Bible, on commence avec la Genèse, on va trouver que Abel et Caïn, cette histoire qui donne naissance au crime avec le fratricide. Et comment Caïn a menti au Dieu. Il a tué son frère, il a menti au Dieu. Et donc, on commence avec l'histoire des péchés capitaux. Et on va continuer avec l'histoire de Jonas, avec l'histoire de Noé avant l'histoire de Noé et le déluge qui va finir l'humanité pécheresse pour donner naissance à une nouvelle humanité avec l'espoir du bien. Et on avance vers le Christ avec la crucifixion, la scène terrible de la crucifixion quand Jésus était sur la croix avec les mains des fils d'Israël. Et tous les passants passent et lui crachent sur le visage. Hein, tu vois, comme le contexte biblique est terrible, nous avons une image qui va se développer pour atteindre le paroxysme avec l'Apocalypse. Avec l'Apocalypse, avec la fin du monde. C'est atroce, tu vois, donc c'est normal. L'écrivain est essentiellement un œil. Et nous sommes en présence de Dr. Burgis, qui est écrivaine et qui sait le poids du réel sur l'écrivain. Et comme l'affirme Lautréamont, le réel est 3 fois plus horrible que le rêve, que le cauchemar. Donc, c'est normal de trouver le mal qui se déploie à son aise dans l'écriture. Merci, merci, docteur Zainab Salah. On passe maintenant à la troisième question. L'enfance semble être un déclencheur commun. Sartre a perdu son père, Lautréamont sa mère, Baudelaire son père avant d'être exilé. En quoi ces blessures d'enfance pourraient-elles avoir nourri leur rapport au mal? Et voyez-vous dans ces expériences fondatrices une origine possible de leur vision sombre du monde? On commence avec Monsieur Ahmed Lahieni. D'accord, merci beaucoup. Oui, je dirais exactement. Donc, le mal, euh, je dirais, alimente, bien nourrit le rapport au mal. D'accord? Chez les écrivains, chez Sartre également. Donc, je dirais les blessures d'enfance de Sartre, bien que souvent voilées par l'ironie ou la clairvoyance dans le texte, donc ces blessures laissent entrevoir, je dirais, un terreau affectif complexe qui a nourri sa vision du mal, comme un ingrédient fondamental de l'existence et de l'écriture. Donc, de cette façon, l'enfance est l'essence du mal pour Sartre. D'accord? Donc, alors, la première des choses, c'est l'absence du père. D'accord? Alors, j'ai choisi, je peux dire l'absence du père et en même temps la castration symbolique. Vous connaissez le concept de castration donc, chez Freud, d'accord? Donc, Sartre ici perd son père très jeune et grandit dans un univers patriarcal dominé
par son grand-père. Donc, cette configuration familiale crée un déséquilibre symbolique, d'accord? Donc, ici, je cite une citation tirée voilà, de son œuvre Les mots. En vérité, la prompte retraite de mon père m'avait gratifié d'un Oedipe fort incomplet, d'accord? Donc, c'est Sartre qui dit ça dans son texte. Donc il s'agit d'un Oedipe, donc un complexe d'Oedipe, mais il est incomplet, d'accord? Donc, il s'agit d'un déséquilibre qui se construit sans figure paternelle structurante, ce qui signifie dans une perspective freudienne, c'est-à-dire dans la castration, le concept de la castration symbolique, un processus de castration donc, comme un monde d'ordre symbolique qui fonctionne comme une perte d'un organe sexuel dans la psyché de l'enfant. D'accord? Donc, la perte du père, donc il est similaire à la perte d'un organe sexuel, je dirais, dans la vision de Freud. Donc ce vide est comblé par l'imaginaire, le mensonge, le jeu, la posture, le narcissisme, d'accord? Parce que ça veut dire que je suis narcisse. Et c'est là que le mal s'insinue, comme falsification de soi, comme une posture, d'accord, nécessaire à la survie psychique pour Sartre. La deuxième des choses, la posture comme refuge et comme poison, d'accord, dans les mots de Sartre, donc Sartre avoue avoir très tôt compris que l'écriture pourrait être un moyen de se faire aimer, d'exister aux yeux des autres, de sa famille, mais ce moyen est aussi un piège, d'accord? Il devient un mensonge performatif, une manière de se fuir, cette duplicité, écrire pour être aimé tout en sachant que c'est une illusion, il installe une tension morale qui énerve toute son œuvre. Donc ici, le mal n'est pas extérieur, il est intériorisé comme condition de possibilité de l'être au monde. Ok. La dernière chose, donc une enfance, je dirais, Sartre a vécu une enfance comme un théâtre de la lucidité. Donc Sartre ici ne se raconte pas comme une victime, mais comme un enfant lucide, presque cruel envers lui-même. Cette lucidité précoce, cette capacité à se voir comme un imposteur dans la posture, crée une forme de désenchantement radical. Donc, le monde n'est pas donné comme un bon ou juste, mais comme absurde, traversé de mensonges, de rôles, de simulacres. C'est dans ce théâtre que le mal prend racine, non pas comme malveillance, mais comme condition tragique de liberté chez Sartre. Merci. Maintenant, je cède la parole à Madame Zainab Farhan. Bon, je parlerai ici par expérience vive. Moi, personnellement, je considère que la perte du père est un événement, mais la perte de la mère, c'est la douleur. C'est la douleur. Tout change après la perte de la mère. C'est comme une partie de nous, hein, de notre âme, de notre corps. Et si je considère l'autre aimant, je rappelle que sa mère s'est suicidée un an après sa naissance et donc il n'a pas connu le visage maternel. Et alors il n'a pas puisé dans cette source de générosité, dans cette source dans ce facteur de protection. Alors la mère, pour l'autre aimant, elle n'a pas su, elle n'a pas pu, hein, par la destinée, elle n'a pas pu être euh, donc facteur de bien. Il l'a orienté vers un facteur forcé de mal. C'est la mère qui a appris à Maldoror sa vérité. Elle lui a dit, toi, comme moi, comme les chiens, comme les hommes, tu as soif de l'infini. Tu es né pour le mal. Et lui, d'une manière ironique, dira par la suite, je respecte le vœu de ma mère et je me plongerai dans cette expérience du mal. Et donc, la mère, ici, est absente, on va dire, c'est la seule présence, est déjà négative, cette présence. Mais cette absence de la mère va engendrer d'autres complexes. Le complexe de ne pas pouvoir s'adapter avec le monde, de ne pas se sentir un être humain comme les autres. Et donc, il va se plonger vers ou dans la perversion. La perversion naît
de l'absence de la maman. Parce que Maldoror, qui se confond avec l'auteur, avec le poète Lautréamont, n'a pas connu la vie de couple, la vie normale. Il n'a pas de maman et de papa. Et donc, il va vivre l'amour pervers avec les animaux, l'amour pervers avec la nature. Il va s'accoupler avec l'océan dans ses rêves. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la douleur qui engendre beaucoup de complexes. Merci, Madame Zainab. Je cède maintenant la parole à Madame Limel Boulkis. Euh, alors, pour Baudelaire, oui, moi je pense personnellement que la perte de son père à l'âge de 6 ans a marqué Charles Baudelaire toute sa vie. Mais ce qui l'a marqué davantage, c'est le remariage de sa mère. Ça veut dire que Baudelaire, il n'a jamais pu surpasser cet événement. Pour lui, Monsieur Opic, il a en quelque sorte pris la place de son père. Donc, euh, Baudelaire est resté quelque part au stade de l'enfant. Il n'a jamais pu dépasser cette blessure, celle de l'abandon. D'ailleurs, Sartre, dans son ouvrage critique intitulé Baudelaire, a parlé de ça. Donc, en essayant d'expliquer et de trouver euh, des motifs à l'intérêt de Baudelaire pour le mal, donc Sartre, il a trouvé que finalement, Baudelaire est resté vraiment un petit enfant auquel on a volé sa mère, quelque part. Moi, je suis en train de lire Les Fleurs du Mal, les textes de très près, hein. Et je cherchais des indices dans les textes qui disent quelles sont les blessures de Baudelaire. Et je suis arrivée à trouver la blessure de l'abandon. Donc, dans le texte 83 de la section spleen et idéal, regardez ce que Baudelaire dit. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés au rire éternel condamnés et qui ne peuvent plus sourire. Donc déjà, euh, vraiment il a donné la blessure et c'est celle de l'abandon. Donc vous voyez que le texte il peut tout dire, hein. Donc si moi j'utilise souvent l'approche stylistique. Si donc on cherche dans les mots, dans le style, dans tout ce que le poète utilise pour s'exprimer, on finit certainement par trouver toutes les vérités. Donc oui, personnellement, je pense que Baudelaire a été vraiment marqué non seulement par la perte de son père, mais aussi par la perte de sa mère à cause de son remariage. D'ailleurs, Baudelaire, il n'a jamais su vivre sa vie après cet événement, hein. C'est ce qui fait qu'il n'a jamais eu de relation avec des femmes, hein. Donc, toutes les relations qu'il a eues, ce sont des relations avec des prostituées. Donc, Baudelaire, il était dans l'incapacité d'aimer et d'être aimé comme tout être normal. On peut dire Voilà, donc moi, on peut dire que ce oui, manque a créé un complexe psychologique chez lui. Donc, certainement, certainement. Aussi, il y a un autre détail. Moi, je pense que aussi il y a le problème du complexe d'Oedipe. Donc, Baudelaire, il est trop attaché à sa maman et sa relation avec sa mère n'est pas du tout normale. Ce qui fait que donc ce complexe d'Oedipe l'a empêché de vivre sa vie normalement. Donc oui, moi je pense que dans l'enfance, on peut trouver toutes les explications euh, quelque part
de l'intérêt des écrivains pour le mal ou pour la cruauté, hein, quelque part. Merci, Madame Borfis. On passe maintenant au docteur Très- Yeni. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ce sujet? On reste toujours dans la question de l'enfance. ouvrez le son. Ah, Vous m'entendez maintenant? ah oui, D'accord, ok. Donc, je suis désolé, j'avais un petit problème de connexion. Donc la question, est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? bien sûr. Oui, D'accord. Donc, l'enfance semble être un déclencheur commun. Sartre a perdu son père, Lautréamont sa mère, Baudelaire son père avant d'être exilé. En quoi ces blessures d'enfance pourraient-elles avoir nourri leur rapport au mal? Voyez-vous dans ces expériences fondatrices une origine possible de leur vision sombre du monde? répondez à cette question, non? Il y a un problème de connexion, je crois. Je Euh, crois qu'il a déjà répondu, non? oui, j'ai déjà répondu à cette question. Oui. D'accord, je Oui. m'excuse. Je m'excuse. Je me suis... Alors, maintenant, je vais commencer la discussion plus ciblée. Donc, Monsieur Ahmed Lahieni, je commence avec vous. Quelles Oui. figures du mal apparaissent dans les mots de Sartre? D'accord, ok, très bien. Juste, Alors, s'il donc, vous plaît, euh, s'il vous plaît, ben, répondez d'une manière brièvement parce qu'il nous reste oui, ok. 30 minutes. D'accord, ok. Donc, je vais être précis. Donc, Merci. ok, bien évidemment, donc, je dirais, je vais reprendre le terme imposture. Donc, il s'agit ici d'un enfant imposteur. Donc, la figure centrale du mal dans les mots est Sartre lui-même. Donc, dans sa posture d'enfant bourgeois. Donc, ici, on peut parler d'un trauma un trauma du drame bourgeois, d'accord? Parce que déjà l'appartenance à une classe bourgeoise, donc ça posait problème pour Sartre. Ok, Sartre qui se rêve écrivain avant même d'avoir vécu, donc il s'écrit et se décrit comme un imposteur, un enfant nourri d'illusions qui mine le rôle d'écrivain, joue avec le mot B pour séduire sa mère, se faire aimer et fuir la réalité. Donc ce personnage devient une figure du mal narcissique, non pas par cruauté, mais par simulation, donc un sujet qui, faute d'être, se contente de paraître. Donc ici, je cite, donc il a dit, j'étais menteur, je ne me mentais pas aux autres, mais à moi-même. D'accord? Voilà, donc cette imposture de soi est vécue rétrospectivement comme une trahison de l'existence, comme une falsification de la vérité intérieure pour lui. La deuxième des choses, donc, la deuxième figure du mal, c'est le langage, d'accord, qui est considéré comme un masque et piège à la fois. Donc, le langage, loin d'être un outil d'émancipation, est présenté comme une machine à mensonges, d'accord? Donc, un générateur de mensonges. Les mots ne servent pas à dire le vrai, mais à construire des simulacres, d'accord? Donc, le livre devient un refuge, mais aussi une prison, d'accord? Une réclusion. Le mal réside ici dans le dédoublement du sujet, l'aliénation de le langage, la substitution du réel par le verbe. Donc ici, il dit, je montais à tort et à travers pour rien par jour. Cette figure du mal linguistique, donc le langage n'est plus révélation, mais dissimulation. L'écriture elle-même est suspecte, contaminée par la volonté de paraître, d'impressionner, de séduire. D'accord? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il définit comme une écriture automatique, ou bien écrire pour écrire. La troisième des choses, c'est la culte. D'accord? Donc, je dirais la culte du livre. L'enfant, Sartre, l'enfant est élevé dans la culte sacrée de la littérature, mais euh, ce culte devient une idolâtrie toxique. Donc, le livre prend place du père mort, du monde réel, de la liberté de penser. Donc, le mal ici se donne sous la forme d'une aliénation intellectuelle. Bien évidemment, la lecture devient un enfermement, répétition, confronté. Euh, donc, il a dit, j'étais fait pour lire, non pour vivre. D'accord? Donc, euh, donc voilà, pour terminer, je dirais aussi l'élément de le père absent, bien sûr, a bien évidemment servi la structuration du mal dans le texte. Et la dernière des choses, c'est l'intellectuel déchu. La dernière partie du mot, par exemple, du texte, les mots.
critique sévère de l'intellectuel bourgeois figuré par le Sartre, l'écrivain Sartre, le penseur désabusé qui regarde son enfance avec une ironie cruelle. Donc cette figure est celle du mal lucide, du sujet qui comprend qu'il a été dupe de ses propres illusions, donc il a construit son être sur le vide. Donc il a dit, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Donc, ce personnage tragique, conscient dans son imposture, mais incapable de la réparer, de la reconstruire. C'est une figure du mal désenchanté du désespoir, d'accord? Son pathos du cynisme mélancolique. Merci, Monsieur Lahnini. D'accord, restons sur cette idée des figures du mal, mais en l'élargissant à une œuvre poétique marquée par le désespoir existentiel. Docteur Limay Boulris, quelle figure du mal domine dans Les Fleurs du mal de Baudelaire? Alors, pour le recueil de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, il y a plein de figures. Donc là, la figure qu'on voit presque dans la totalité du recueil, c'est celle du spleen. Donc, mot anglais qui veut dire rate. Et la rate, c'est l'organe de la mélancolie. Donc, on trouve plein de textes déjà qui expriment cette angoisse existentielle quelque part et cette mélancolie du poète. Comme autre figure, on a donc la figure de l'ennui. Et là, ce qui est vraiment euh, étonnant chez Baudelaire, c'est que pour lui, l'ennui, c'est pas juste cette angoisse existentielle. Pour lui, l'ennui, c'est le plus dangereux des vices. Donc, les figures du mal avec Baudelaire, elles prennent vraiment d'autres dimensions et d'autres définitions. Ce n'est plus l'ennui qu'on connaît, c'est vraiment un monstre délicat. Donc, dans son texte liminaire des Fleurs du mal, intitulé Au lecteur, donc Baudelaire, il a parlé des vices, de la débauche, de Satan, de plein de figures du mal. Et dans le dernier quatrain de son texte, il a évoqué l'ennui. Et selon lui, l'ennui, c'est vraiment le plus dangereux de tous les vices. Donc, on voit que avec Baudelaire, on est trop loin donc de la morale et de la religion. Donc, euh, là, je dirais que dans Les Fleurs du Mal, on a toutes les figures du mal. Mhm. Donc, Baudelaire, il a parlé du mal psychologique, du mal existentiel, du mal social, euh, du mal, des figures de Satan, moi je dirais, du démon. Mais il faut savoir qu'avec Baudelaire, Satan, ce n'est plus l'ange déchu, donc ce n'est plus la définition accordée par la religion chrétienne. Dans les textes de la section Révolte, on voit qu'avec Baudelaire, Satan, il est en train de prendre la place de Dieu quelque part. Donc, avec Baudelaire, moi je dirais que les définitions sont trop individuelles et trop personnelles. Donc, si on parle, on doit définir les termes avant d'avancer. Voilà, D'accord. donc je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas gâcher mon article quelque part. Donc, je vais Merci, garder les détails. bien sûr. Passons maintenant à une œuvre où le mal semble ne plus connaître aucune limite. Docteur Zeynep Salrani, dans Les Chants de Maldoror, le mal ne semble connaître aucune limite morale. À votre avis, est-ce une provocation pure ou un acte de lucidité sur la nature humaine? Merci pour la question, Boshra. En fait, moi personnellement, en lisant L'autre amant, il y a une seule image qui vient à ma tête. C'est l'image de Néron, l'empereur romain du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a brûlé Rome juste pour le plaisir esthétique
bon, le plaisir esthétique, c'est un mot, c'est un concept moderne, mais pour contempler Rome brûlée de ses mains. Je ne peux pas imaginer un mal plus fou, hein. Et à partir de cette comparaison que j'ai établie entre Maldoror, le héros de Lautréamont, qui ressent l'extase, qui vit l'extase sur la scène du crime de Néron, je peux conclure une sorte de définition du mal chez Lautréamont. Le mal chez Lautréamont, c'est l'avers et le revers de la même pièce de monnaie. Et donc, exemple, lorsque Maldoror commet un crime atroce sur un enfant, innocent bien sûr, il va le torturer, mais avant l'agonie, il va courir à l'hôpital pour le sauver. Et il appelle ça le repentir. Et donc, je tiens à attirer l'attention des lecteurs et des chercheurs sur ce point parce que on est habitué à lire que l'autre amant, c'est le paroxysme du mal, le sadisme, le masochisme, mais il y a une autre chose. S'il y a une courbe, si elle monte, elle va descendre. Et cette descente, elle n'atténue pas le mal, elle l'accentue comme par magie. Comment? Si la victime n'est pas morte. Et lui, il est comme un chien assoiffé de l'infini. Il va rôder, rôder, rôder toute la nuit autour de la scène du crime. Et cette persistance de la présence du criminel sur les lieux du crime va accentuer à travers la terreur, la douleur. Donc, nous sommes avec l'éternel retour du mal. C'est un mal qui n'a pas de limite, oui, Boshra, mais c'est un mal inventé. Et lui, Lautréamont se considère dans son œuvre comme un génie. Il a dit, je vais faire voir au 19e siècle son poète. Il le dit comme ça, clairement. Donc, projet de provocation, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je considère que cet être, notre amant qui se confond avec son héros, et c'est inutile de les séparer, hein. C'est un effort vain si on cherche à séparer le poète de son personnage. Donc, cette entité est déjà malade. On trouve tous les indicateurs du comportement anormal chez cette personnalité. Et Merci, donc, madame. on ne peut pas attendre de limite de ce personnage et du poète aussi. Merci. D'accord. Donc, je reviens vers Madame Rimel Bourgis. À quel point pouvons-nous considérer Baudelaire comme un alchimiste, c'est-à-dire un poète qui transforme la laideur en beauté? Alors, oui, Baudelaire se reconnaît en tant qu'alchimiste. Déjà dans son projet d'épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal en 1861. Et donc, il a écrit, tu m'as donné tabou et j'en ai fait de l'or, en s'adressant bien sûr à la capitale infâme, Paris. Oui, en fait, pour Baudelaire, le mal, il n'est pas seulement une thématique qu'il utilise dans la totalité presque de ses poèmes, c'est aussi euh, une esthétique qui se fonde essentiellement sur la sublimation du mal. Ça veut dire la transformation du mal en beauté. Donc, il puise dans la laideur, dans tous les sujets répugnants pour créer un poème, ça veut dire une œuvre, euh, une œuvre d'art. D'ailleurs, on voit par exemple dans le poème Une charogne
que Baudelaire, il utilise la figure du cadavre. Alors, nous, on pense que face à un cadavre qui pue, on ne va pas vraiment trouver de la beauté. Donc, Baudelaire nous dit, eh bien, donc, ma tâche en tant que poète, en tant que créateur, donc, est de transformer cette laideur qui est quelque part dégoûtante dans le cadavre en objet de beauté fascinante. Donc, oui, donc Baudelaire est essentiellement un alchimiste. Donc, le travail qu'il fait dans son recueil est un travail de magicien quelque part qui transforme donc toute la laideur qu'il rencontre dans sa vie, que ce soit donc dans les rues ou donc dans la ville donc de Paris. Et donc il essaie quelque part après la description de ces figures du mal, il essaie de trouver le moyen de les transfigurer donc en objets de beauté. Donc, moi, je dirais que l'écriture de Baudelaire, elle lance un défi quelque part. Donc, elle est fondée essentiellement sur un défi. Donc, plus je dirais plus le contexte, il est dégoûtant, il est ancré donc dans le mal, dans la pourriture, je dirais, plus le défi il est plus énorme et plus Baudelaire il éprouve le plaisir donc d'écrire. Donc c'est une sorte de tactique, moi je dirais, hein. Donc Baudelaire, euh, il veut, il est fasciné donc par la laideur et par le mal parce que ça le pousse à lancer un défi et à montrer ses capacités de créateur. Merci Il veut pour votre, montrer, en fin de compte, son talent d'alchimiste. oui, merci pour votre réponse si intéressante. Mais chez notre Clément, cette alchimie semble inversée. Non pas sublimée, mais renverser toute valeur. Docteur Zeynep Salahani, dans Les Chants de Maldoror, la figure principale se construit dans une posture radicale de transgression vis-à-vis de Dieu, renversant les fondements moraux et ontologiques. En quoi ces ruptures instaurent-elles une nouvelle logique du mal propre à l'univers de Lautréamont? Merci, Boshra, mais ce n'est qu'en apparence. Ce n'est qu'en apparence. Je vais partir d'un proverbe qui dit tel père, tel fils. Ce proverbe, on va le trouver inversé en fait dans notre aimant. Comment? Tel fils, tel père. Et donc, je vais partir de la figure de Dieu Père. C'est la méchanceté, c'est la cruauté, c'est l'injustice. Et quand par hasard un jour Dieu Père est descendu sur la terre pour faire une petite promenade, ses enfants, les humains, l'ont brutalisé et aussi les animaux, hein. Donc, euh, le fils, le fils. S'il y a une révolte de la part du fils, on ne peut pas imaginer forcément que le fils va prendre un autre chemin si le père est méchant. Moi, je vois qu'il y a une continuité, hein. Le fils a pris beaucoup du père. Et alors, il a pris la relève. Il a écarté le père pour trouver l'espace convenable pour sa propre pratique du mal. Euh, Personnellement, je ne vois pas de rupture, hein, de rupture. Je ne vois pas qu'il sape les fondements de la religion. En fait, la religion est basée sur cette méchanceté, sur cette cruauté, sur cette vengeance inexplicable, injustifiable. Et donc, nous sommes dans le même contexte. Le fils prend ou continue sur le même chemin du père. Merci. Et, et pendant ce temps, Sartre semble opérer une démystification.
c'est-à-dire enlever le côté légendaire. Il n'y a ni Dieu à renverser, ni beauté à sauver. Monsieur Ahmed Lahieni, peut-on dire que les mots est une œuvre de démystification de la nature humaine, au sens où Sartre retire à l'écriture et à l'homme leur caractère mythique et légendaire? D'accord, merci de m'avoir posé cette question. Oui, je dirais absolument oui. On peut dire que les mots est une œuvre de mystification radicale, non seulement de la figure de l'écrivain, mais aussi plus profondément de la nature humaine, telle qu'elle est souvent idéalisée, je dirais. Euh, Sartre, dans les mots, à travers les mots, il démystifie lui-même déjà, donc c'est une démystification de soi. Donc Sartre se déconstruit sa propre enfance avec une subtilité presque, je dirais, cruelle au niveau du style. Il ne se présente pas comme un enfant pur ou innocent, mais comme un être façonné par le mensonge, le désir euh, de plaire la foule dans l'imaginaire. Il écrit pour être aimé, admiré, non pour dire la vérité. Donc cette posture révèle une vision, je dirais, désenchantée de l'humain. La deuxième des choses, c'est je dirais, dans la lignée de sa pensée existentialiste, Sartre il rejette l'idée d'une nature humaine fixe, je dirais, ou sacrée. Donc l'homme n'est pas porteur d'une essence prédéfinie. Il se construit souvent dans l'angoisse, le mensonge, la contradiction. Donc les mots illustrent cette thèse en montrant comment Sartre, l'enfant, se construit, d'accord, comme un personnage, un rôle, plutôt qu'il ne révèle d'accord, à l'intérieur. Et la troisième chose, c'est, je dirais, la démystification des mythes. D'accord? Donc, les mots s'attaquent au mythe fondateur, celui de l'enfance innocente, celui de l'écrivain inspiré, celui de la littérature comme salut. Donc Sartre, dans cette œuvre, le démontre je dirais avec ironie mordante, il ne reste que l'homme nu face à sa liberté, sans excuse, sans légende. Donc, en ce sens, je vois que les mots est bien une œuvre de démystification, non pas pour désespérer, mais pour libérer l'homme des illusions qui l'aliènent, d'accord, et l'inviter à se construire lucidement, d'accord. Voilà, donc je vois que c'est ça le projet de démystification de Sartre. Ouais. Docteur Lionel Boris, l'écriture baudelairienne relève-t-elle d'une forme de thérapie de soi face au mal ou traduit-elle plutôt une fascination pour celui-ci? Alors, en fait, j'ai passé plein de temps à réfléchir sur cette question en travaillant l'article. Est-ce que, en fin de compte, Baudelaire, en parlant du mal, est-ce qu'il cherche à guérir? Donc, j'ai lu un article dans lequel la, la dame qui s'appelle Elda Caët, qui est une Espagnole, elle pense que finalement, Baudelaire, il a essayé de trouver la guérison à travers les sections des fleurs du mal. Donc, il a cherché donc quelque part à guérir en essayant de chercher dans l'amour, en essayant de trouver des solutions dans la vie sociale, par exemple dans la section tableau parisien. Après, il est passé au vin, à la consommation du vin comme moyen de guérir. Ensuite, donc, il est passé euh, à autres moyens. Et quand il est arrivé à un stade où il n'a pas trouvé de solution, donc euh, il s'est dirigé vers la mort. Moi, personnellement, je... qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu un appel qui a tout chamboulé. Donc, moi, personnellement, je pense que Baudelaire n'a pas cherché à guérir. Donc, il a juste exprimé
sa fascination pour le mal dans son ouvrage Les fleurs du mal. Son but, c'est pas la guérison, c'est pas la rédemption. Il ne cherche autre chose que la description du mal dans toutes ses dimensions, quelque part. Et je suis convaincue hein, de cette réponse. Merci, merci, docteur Limel Bolkis. Et pour clore cette partie, je reviens vers Sartre. Docteur Ahmed Lahleni, Sartre écrit: Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée. À présent, je connais notre impuissance. Selon vous, la littérature peut-elle réellement être une arme contre les maux de l'existence ou cette croyance relève-t-elle elle-même d'une illusion nécessaire, c'est-à-dire l'écriture, malgré son côté qui peut être illusoire, c'est une arme de défense pour exister et surexister. On ne vous écoute pas. Oui, oui, d'accord. Donc déjà, la phrase que vous avez citée, je trouve qu'il condense toute l'ambivalence de son rapport à la littérature, le rapport de l'auteur à la littérature. Donc à la fois dans sa puissance et lucidité sur ses limites. Je trouve qu'il ouvre une réflexion vertigineuse sur le rôle de l'écriture face au mal pluriel, face au mot de l'existence, entre je veux dire, engagement, désillusion et nécessité aussi symbolique. La littérature, vous avez évoqué la littérature comme arme, d'accord? Oui, je vois que Sartre, surtout dans sa période d'intellectuel engagé, d'accord? Donc, croyait profondément que la plume pouvait être, je dirais, inupée. Allô, monsieur Ahmed Lahleni, Je crois qu'il a perdu la connexion. on entend un peu. Hmm. Et il faut L'heure est continuer. finie, à ce qu'il paraît. La connexion est interrompue. D'accord, ce n'est pas grave. Donc, on l'attend ou on passe à la dernière question qui est générale. On passe en attendant, si tu veux. D'accord. Euh, donc, pour terminer cette rencontre, je vous pose une dernière question à tous les trois, bon, à tous les deux, euh, pour un mot de conclusion. Pensez-vous une forme de part entre ces trois écritures du mal? Bon, euh, si je peux, Et- moi je peux parler de Baudelaire et de Lautréamont. Bochra, je peux parler de Baudelaire et de Lautréamont qui se rencontrent en fait dans l'œuvre majeure de la décadence à rebours de Huysmans. Le héros de Huysmans s'appelle Des Esseintes et dans sa bibliothèque figurent les deux titres, Les Fleurs du Mal et Les Chants de Maldoror. Cela prouve qu'il y a un lien intime entre ces deux œuvres. Mais il y a un point à retenir, c'est que si Huysmans a parlé de Baudelaire avec admiration en disant il était descendu jusqu'au fond de l'inépuisable mine, s'était engagé à travers les galeries abandonnées ou inconnues, avait abouti à ces districts de l'âme où se ramifient les végétations monstrueuses de la pensée. Il a parlé comme ça avec admiration de Baudelaire, mais il ne va pas parler de la même manière de l'autre amant. Il va se Ah oui, contenter de dire avec indignation peut-être, ou avec au moins avec surprise. Mais qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie, celui qui a vécu de tels cauchemars?
Et donc, c'est très, très intéressant. Il faut chercher hein, dans ce sens. L'autrement, c'est l'expression, j'ai dit au départ, mûre du mal baudelairien, mais c'est aussi, si je peux le dire, l'expression euh, raffinée, hein. J'utilise le terme dans l'autre sens, raffiné, travaillé, parce que moi, je ne crois pas à toutes les lectures que l'œuvre de Lautréamont a eues. Ce sont des lectures hasardeuses qui n'ont pas de fondement. J'ai beaucoup lu et je vois personnellement que le travail de Lautréamont, c'est juste un exercice de virtuosité poétique. Il veut être poète, il cherche sa fortune à Paris. Il a pris deux références, Baudelaire, je ne sais pas aussi si je peux citer Nerval, et il a travaillé là-dessus d'une manière très, très intelligente. Il a mobilisé toutes ses compétences stylistiques, rhétoriques, et on a cette œuvre. C'est un travail de virtuosité. Merci, Dr. Zainab Salam. Autre chose, je ne crois pas. Euh, Merci. Je cède la parole maintenant à Dr. Limel Bourfis. Donc, qu'est-ce que vous pensez à propos de cette question? Euh, pour moi, quand j'ai vu les trois interventions, je me suis dit que c'est vraiment lié, hein. Donc, Baudelaire, c'est vraiment le père, moi, je dirais, du mal. Donc, il n'est pas seulement le père de la modernité, mais il est également le père du mal parce que c'est avec lui que cette notion, elle a pris place dans la poésie. Et il faut reconnaître que nombreux sont les écrivains et les poètes qui se sont inspirés de Baudelaire, hein, donc à l'échelle internationale. Ce qui fait que moi, je pense personnellement, en lisant quelques chants du Mal d'Aurore de Lautréamont, euh, que Lautréamont, il a poussé vraiment le mal donc jusqu'au summum. Ça veut dire qu'il a atteint vraiment le paroxysme de cette notion, de ce concept, en allant dans le sens du sadisme, donc de la cruauté aussi quelque part. Pour Sartre, il a déjà donc écrit l'ouvrage critique Baudelaire, donc il connaît très bien Baudelaire et certainement il a été donc touché par les figures du mal, des fleurs du mal et peut-être que c'est ce qui l'a inspiré à écrire donc son ouvrage Les mots quelque part. Donc moi je pense qu'il y a quand même un lien indéniable entre les trois communications. Donc Baudelaire comme début et donc Sartre comme, bon, je dirais pas ultime expression du mal, parce que certainement il y en a d'autres, comme donc Georges Bataille dans La littérature et le mal, par exemple. Mais quand même, hein, je vois qu'il y a un lien. Merci, Dr. Limel Bourfis. Je passe maintenant au Dr. Ahmed Lahlini. Il faut juste activer le son, s'il vous plaît. Je crois qu'il a un problème de connexion. Donc, Oui, je suis vraiment désolé, donc le problème toujours persiste. ce n'est pas grave, on est déjà à la dernière Ok, question. vous m'entendez? Répète, percevez-vous une forme de parenté entre ces trois écritures du mal? Après ces analyses et vos réponses, bien sûr. D'accord, oui. Euh, oui, il est tout à fait pertinent de penser un rapport, d'accord, à la fois, je dirais, souterrain, révélateur entre, je dirais, la névrose de Sartre, d'accord, et le spleen de Baudelaire et l'univers sombre et cruel parfois
Vraiment. Après, Donc, ces trois univers littéraires, bien que différents dans le style et dans le genre aussi, d'accord, et leur époque est donc différence au niveau d'époque aussi, l'esthétique, mais de toute façon, on se rejoint dans une, je dirais, même mise en scène d'un mal-être fondateur, d'accord, une expérience intérieure du mal, comme faille, violence, lucidité tragique et révolte. Donc, pour ça, la névrose, donc, c'est mis en scène, d'accord? Il s'agit d'une névrose narcissique fondée sur l'absence du père, identification à une image valorisée de soi, l'aliénation dans le langage, d'accord? Donc, on peut dire que la névrose chez Sartre transforme en écriture de l'imposture, de la honte, d'accord? De la conscience faussée. Concernant Baudelaire, je dirais le spleen idéal chez Baudelaire est une forme de mal intérieur qui combine ennui, angoisse, impuissance et révolte sourde. Il exprime une déchirure entre l'idéal et la chute, entre l'aspiration, l'infini et l'enfermement dans le cœur. Euh, donc, à cet égard, je trouve que il existe un lien profond entre le spleen baudelairien, d'accord, et la névrose sartréenne. Tous deux révèlent un malaise existentiel que l'écriture permet de supporter ou de sublimer. Donc, Sartre se débarrasse de l'idéal, Baudelaire le pleure, je dirais, mais les deux sont hantés par une expérience intime du mal. Avec l'entraînement également, donc, si je cite les chants de Maduro, donc on bascule dans une esthétique du mal absolu, la cruauté, la haine, l'anti-humanisme, la violence, le grotesque, tout ce qui est horreur au monde bourgeois. Donc, donc ici, je dirais, est assez exalté, une langue baroque, flamboyante, ironique. Donc, le rapport au mal, beaucoup plus outrancier que chez Baudelaire ou Sartre, repose premièrement sur une logique d'inversion, de blasphème, de guerre contre l'humanité. Donc, même, euh, pourtant, Sartre lui-même a reconnu dans ses entretiens avoir été marqué par le trianon, d'accord? Précisément par sa force subversive, par son refus des normes, par son usage. Et également, bien sûr, il a écrit sur Baudelaire et sur Flaubert aussi, d'accord? Si vous avez lu Flaubert, les deux de la famille, donc pour Sartre, donc ces écrivains-là, donc voilà, sont des révélateurs, sont des écrits euh, d'accord, à travers lesquels je dirais, il s'expose donc en tant qu'écrivain aussi, en tant que romancier. Merci, docteur Ahmed. Si, Bachra, si je peux dire un mot pour Oui, conclure, avec le 19e siècle, le 20e siècle, nous sommes dans le mal par excellence. Et si on peut remonter encore au début du 19e siècle, avec le mal de siècle exprimé principalement par Chateaubriand, en arrivant au 20e siècle à Sartre, c'est vrai, mais aussi, il ne faut pas oublier les surréalistes qui se sont inspirés de l'autre aimant. Donc, de Chateaubriand à Nerval, à Barbé d'Aurevilly, à Baudelaire, à Corbière, à Michel Lautréamont, également. à Sartre, c'est le mal. Nous sommes dans l'enfer. Et c'est le réel, en fin de compte. Le mal est là, nous y sommes, hein, nous y sommes. Il n'y a pas d'invention, nous y sommes malheureusement. C'est ça. D'accord. est-ce Donc, que je peux ajouter un mot pour la fin? Donc Zainab, elle a parlé du siècle et du mal de siècle. Moi, je vais parler des poètes maudits, donc l'ouvrage donc de Verlaine. Je pense que toute cette génération de poètes figure d'ailleurs dans l'ouvrage critique de Verlaine, Les poètes donc maudits. Donc, on voit déjà la malédiction et ça explique donc l'intérêt que tous ces poètes, donc Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, donc Marceline Desbordes, Valmore, Tristan Corbière, toute cette génération elle avait la sensation d'être donc maudite. Et ça explique donc quelque part ce lien prépondérant avec le mal comme concept ou comme douleur existentielle donc qui a touché ces écrivains. Pour finir, moi je dirais, je vais parler un peu du bien. Donc
On a trop parlé du mal. Mhm. Donc, je termine avec la citation d'Hélène Bouchiou, donc, qui a écrit un livre intitulé Qu'est-ce que le mal? Donc, elle a dit le bien est par-delà l'opposition morale, humaine, trop humaine, du bien et du mal. Donc, ce que l'activité artistique de la vie tire du mal. Donc, le bien, c'est ce qu'on tire en fin de compte du mal sur le plan donc de la création artistique. Merci, Voilà. docteur. Donc, on est à la fin de cette rencontre littéraire. Merci infiniment à vous trois, docteur Ahmed Lahini, docteur Limel Bourfis et bien sûr docteur Zainab Salrani pour ces lectures éclaircissantes et complémentaires. Vous avez arrosé nos esprits avec vos idées précieuses que vous avez fournies. Je vous souhaite beaucoup de succès pour les rencontres littéraires suivantes. Merci également à vous, chers participants, pour votre écoute attentive et je vous souhaite une très belle soirée. Et à vous également. Merci, bonne soirée tout le monde.